Donc, c'est un cours sur l'arc-boutement. C'est un phénomène mécanique qui n'est pas toujours très intuitif et dont nous allons voir les tenants et les aboutissants. Donc déjà, c'est un problème qui n'a lieu qu'avec du frottement. Donc, je vous rappelle quelques règles de base. Alors là, il y a une petite typo. Je ne sais pas si elle est aussi dans le poly, mais… Donc, l'effort tangent est proportionnel à l'effort normal multiplié par le coefficient de frottement. Si on est dans la phase d'adhérence, il y a une inégalité. Cet effort tangent est inférieur à l'effort normal fois le coefficient de frottement. Et puis, c'est tout ce qu'on peut dire dessus. Et dans le cas où il y a du glissement, la norme de l'effort tangent est strictement égale au coefficient de frottement multiplié par l'effort normal. Et on connaît aussi la direction, c'est-à-dire que l'effort tangent s'oppose à la vitesse de glissement avec le jeu des indices habituels, c'est-à-dire que la vitesse de l'objet par rapport à la référence s'oppose à l'action de la référence sur l'objet. L'arc-boutement, c'est un phénomène qui va engendrer l'équilibre d'un solide indépendamment de la force qui s'applique dessus. Donc ici, j'utilise l'exemple d'un bras qui permet de suspendre des objets. Par exemple, ça peut être utilisé par un garagiste pour suspendre un moteur pour travailler dessus. Et en fonction de l'objet sur lequel il veut travailler, il va pouvoir régler la hauteur du bras. Pour régler la hauteur du bras, il va pouvoir l'attraper avec ses mains et simplement pousser vers le haut, vers le bas, pour ajuster la hauteur. Quand il va le lâcher, ce bras, il ne va pas bouger. Donc, il ne bougera que quand il exerce une force dessus. Et aussi, quelque chose d'assez surprenant, il va pouvoir attacher sans action supplémentaire, sans serrage, sans vissage, sans blocage, il va pouvoir attacher ici un objet, bon, par exemple son moteur sur lequel il veut travailler, et le bras va rester à l'équilibre. Et ce, indépendamment du poids de l'objet. Alors, c'est ça qui est assez contraire à l'intuition, puisque jusqu'à présent, les problèmes de frottement qu'on a vus, il y avait adhérence, et puis quand la valeur de la force dépasse une certaine valeur limite, on sort du cône de frottement et boum, il y a glissement. L'arc-boutement, ça ne dépend pas de l'intensité de la force. Ça veut dire que vous pouvez forcer 10 fois plus. Si vous êtes dans la zone d'adhérence, pas de problème, le système reste à l'équilibre. Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est que ça ne dépend uniquement du point d'application de la force. Si vous appliquez la force loin du mât, pas de problème, ça va bloquer. Si vous appliquez la force proche du mât, eh bien, vous allez pouvoir déplacer l'objet. Si je te donne le mien. Voilà, donc ce qu'on va rechercher, nous, c'est où est cette position limite qui nous permet de passer de la zone bloquée à la zone glissante. Donc effectivement, si vous voyez que vous avez des collègues qui ne sont pas dans le coin, n'hésitez pas à leur envoyer un texto, un truc comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, indépendamment de la force, ça va tenir jusqu'à ce qu'éventuellement ça casse. Donc, je vais maintenant paramétrer le problème. Donc, pour qu'on puisse traiter ce problème, il faut absolument qu'il y ait du jeu entre le bras et le mât. Alors, ce qu'on remarque, c'est que s'il n'y a pas de jeu, ce mât est cylindrique. Donc, entre le bras et le mât, on aura une liaison type pivot glissant. Et si on introduit du jeu, en fait, on ne va avoir plus que 2 points de contact. Et donc, on va pouvoir représenter la liaison entre le mât et le bras comme 2 liaisons ponctuelles. Il faut qu'il y ait bien sûr du frottement, sinon ça tombe, hein, pas de problème. Et puis, on va utiliser une représentation du plane du système. Ce qu'on se rend compte, c'est que toutes les forces, elles vont être contenues dans ce plan. Le problème sera dans le plan. Les points d'application des forces aussi dans le même plan. Donc, on a D, le diamètre du mât,
H, l'espacement vertical entre le point de contact haut et le point de contact bas. Et F, selon Y, moins FY, la force de sollicitation, lambda, la position du crochet. Et un repère R0. Donc, dans ce système, il n'y a pas trop de suspense. On ne peut pas isoler le mât, c'est le bâti. Donc, on ne peut isoler que le bras. Donc, on le fait. Et on observe qu'il y a 3 liaisons. Une liaison ponctuelle en A. On pose son torseur. Donc, vous remarquez que j'ai mis torseur du mât sur le bras. Et j'ai rajouté un indice A pour dire attention, c'est l'action en A. Puisqu'on a 2 actions parallèles entre le mât et le bras. Il faut les distinguer donc avec cet indice. Ce torseur, centre de liaison, c'est A. C'est une liaison ponctuelle. Donc, la normale de cette liaison, c'est X. Et donc, on a une action sur X. Mais il y a du frottement. Donc, on met aussi une action sur Y, une action sur Z. Et on va essayer de les déterminer avec les lois de Coulomb. Donc, l'action normale, on va la noter X à X. Ça nous permet d'avoir une convention positive. L'action du mât sur le bras, elle est selon plus X. Et puis, l'action tangente, on la note pour l'instant de cette manière. Ensuite, on a une liaison ponctuelle en B de normale X. Donc, l'action normale, les actions tangentes. Et là, ici, ce qu'on voit, c'est que l'action du mât sur le bras, elle sera dans ce sens, l'action normale. Donc, XB sera négatif. L'action extérieure, torseur moins FY, qui s'applique au point P. Et donc, la loi de Coulomb, qu'est-ce qu'elle nous dit? On va d'abord se placer à la limite du glissement. Donc ça va être intéressant parce que ça va nous permettre d'être en statique, puisqu'il n'y a pas encore eu le glissement. Mais comme on est à la limite, on sait que la force, elle s'oppose en direction au mouvement qui aurait lieu s'il avait lieu. Et on sait aussi qu'on est sur le cône, puisqu'on est à la limite du glissement. Donc cette force, elle va être de frottement. Elle s'oppose au mouvement. Le mouvement, il aurait lieu vers le bas. Donc, ces forces, elles sont vers le haut. Donc, YA, donc d'abord, ZA, il vaut 0, puisque il n'y a pas de force. La force, elle n'a pas de raison de sortir du plan. Et YA, l'action XA est positive. Donc, ça va être quelque chose comme FXA. Comme ça nous donnera bien un YA positif. On est donc sur le cône de frottement tangente phi. Ensuite, en B, un peu plus difficile, XB est négatif et on voudrait que YB soit positif. Donc, on va placer un moins pour respecter à la fois la contrainte sur la norme de la loi de Coulomb et à la fois obtenir la bonne direction vers le haut. Donc, moins FXB, ZB toujours négatif. Et ensuite, on va écrire le principe du moment statique et il nous faut choisir un point. Donc, on a 3 torseurs, un en A, un en B, un en P. Donc, c'est forcément un de ces 3 points. L'action en P est connue, donc on peut la déplacer à volonté. Donc, les points à choisir sont soit le point A, soit le point B. Ensuite, c'est symétrique. Il n'y a pas de raison d'en privilégier un plus que l'autre. Moi, j'ai choisi le point B. Donc, pour écrire le moment en B, eh bien, c'est Babar, comme d'habitude. Donc, le moment en B de l'appui mât A sur B, il vaut le moment en A de l'appui mât A sur B qui vaut 0 parce que c'est une ponctuelle plus BA vectoriel la force. Donc BA, il faut descendre de H sur Y. Il faut avancer de D sur X.
et la force vos résultantes. XB sur X moins FXB sur Y. Et donc ensuite, on fait notre produit vectoriel et on obtient hop. Oh là, oui, là, j'ai fait ça avec la résultante en B au lieu de la résultante en A. Bon. Bref. Vous voyez l'idée. Ensuite, il faut calculer le moment de la force F. Donc là, ça c'est un problème classique. Alors vous allez voir une petite difficulté qu'on rencontre souvent ici. Le moment en B de la force en P, c'est égal au moment en P de la force qui s'applique en P. Qui vaut 0, plus BP vectoriel la force. Et là, vous vous dites, OK, pour faire BP, je dois faire D sur 2 plus lambda sur X. Mais je dois aussi me déplacer sur Y. Et là, vous vous dites, c'est bizarre, le poseur de sujet, il ne me dit pas à quelle hauteur s'applique P. Et là, normalement, votre intuition de mécanicien, elle doit vous dire quoi? Elle doit vous dire, mais attends, quelle que soit la hauteur du point P d'application, ça ne modifie pas ce problème, parce que ça ne modifie pas les moments que généreront cette force. Donc que cette force s'applique ici, ici, ici ou là, ça change strictement rien. Donc, on se dit, OK, cette longueur, il ne nous la donne pas, mais elle n'est pas importante. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit simplement vous ignorez cette longueur en vous disant, de toute façon, ça ne change rien. Soit vous introduisez une longueur, et vous espérez qu'elle n'intervienne pas dans le résultat. Donc, c'est ce que je vais faire là, par exemple. Donc là, j'ai introduit une longueur sur Y, par exemple L1. Vecteur L la force. Et là, qu'est-ce que vous observez qui se passe? Y vecteur L Y. Merci. Ils sont collinéaires. Et donc, le produit vectoriel est nul. Hop. Donc, on a écrit nos torseurs au même point. On peut faire les théorèmes de la résultante et du moment. Théorème du moment. Ouais. Donc, ça va nous donner en résultante sur X, XB plus XA égale 0. Résultante statique sur X appliquée au bras. Y FXA
moins fxb moins f. Et le moment statique projection z au point B, ça nous donne df plus h xa moins lambda plus d sur 2 f. Donc là, on peut résoudre. On peut tout simplement écrire xb égale moins xa. Hop, on injecte dans l'équation du dessous. On peut du coup trouver xa égale f sur 2 petit f. Donc c'est homogène parce que f c'est sans dimension. Du coup, xb, il vaut moins f sur 2f. On peut injecter tout ça dans la dernière équation et on trouve la simplification qu'on espérait, c'est-à-dire on a df plus h fois f sur 2f moins lambda limite plus d sur 2 f. Vous observez qu'on égale 0. On observe que les f se simplifient. On obtient donc lambda limite plus d sur 2 égale df plus h sur 2f. Les d sur 2 se simplifient et il nous reste lambda limite égale h sur 2f. Donc là, vous observez ce résultat. Eh bien, cette position limite pour laquelle le système tient, elle est obtenue pour une valeur h sur 2f. Donc, elle ne dépend pas de la force, elle ne dépend que de h, l'espacement vertical des deux points de contact, et de f, le coefficient de frottement. Donc, si l'espacement h est important, la valeur de lambda sera importante. Si le coefficient de frottement est fort, la valeur lambda sera petite. Donc ça va nous amener à des considérations intéressantes. C'est que l'arc-boutement, il arrive dans, on va dire, deux scénarios principaux. Il va arriver dans des scénarios où il est souhaitable, comme l'exemple que l'on vient de traiter. L'arc-boutement, il permet alors de concevoir une machine réglable, par exemple. Il va permettre aussi de prévoir un certain nombre de systèmes où un blocage aura lieu dans certaines situations souhaitées. En revanche, il y a aussi beaucoup de situations où le système risque de s'arc-bouter. Donc, par exemple, dans toutes les situations où vous voulez faire ou une liaison pivot glissant ou une liaison glissière avec des guidages, c'est-à-dire vous faites un perçage, vous faites une rainure et vous mettez un objet dedans pour qu'il glisse. Si le guidage est trop court, c'est-à-dire si la hauteur du cylindre ici est trop petite par rapport aux forces externes qui s'appliquent sur le système, vous risquez d'avoir un blocage et donc la machine peut se coincer et être éventuellement interrompue ou détruite en fonction des scénarios. Donc, il faut se méfier de l'arc-boutement et si on fait des liaisons type glissante, prévoir des guidages suffisamment longs pour éviter qu'il ait lieu et aussi éventuellement, si on a été obligé de prévoir des guidages un peu courts, ça peut marcher à condition que le coefficient de frottement soit suffisamment faible et il faudra donc se méfier d'avoir une bonne lubrification pour éviter que la machine se coince. Monsieur, j'ai une question. Oui, bien sûr. J'ai pas bien compris en fait là dans le cas où est-ce qu'il s'appliquaient les frottements. Les frottements, ils s'appliquent au point de contact entre le mât et le bras. Ok. Je vais voir, je dois avoir des schémas. Voilà, ils s'appliquent ici En B et en A. Et c'est eux qui te génèrent les actions vers le haut comme ça. Et donc, tu vois qu'on avait des actions normales, une comme ça,
une comme ça. Donc là, tu as les cônes de frottement. Ok, ouais. Et les actions, vu qu'on se place au cas limite, tu es pile poil sur le cône et du coup, tu peux déduire la valeur des actions verticales. Ok, merci. Donc Monsieur? maintenant, oui, il y a d'autres questions peut-être. Ouais, pourquoi les forces là en A et B tangentielles sont toutes les deux dirigées vers le haut? Parce que le mouvement du bras qui aurait lieu lorsque l'équilibre sera rompu sera vers le bas. Et les forces de frottement, elles s'opposent au mouvement. Ok. Donc maintenant, je vais vous présenter les techniques de méthode de résolution graphique. Donc quand vous avez des problèmes de statique plane, vous pouvez les résoudre sous certaines conditions. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 forces sur votre isolement, par exemple. Vous pouvez les résoudre avec la méthode de la statique graphique. La méthode de la statique graphique, elle marche pour deux types d'isolement. Les solides ou ensembles de solides soumis à deux forces. Alors ça, on a déjà vu, vous connaissez le résultat. Si vous avez une force en A, une force en B, eh bien, ces forces, inévitablement, elles devront s'appliquer le long de la droite d'action et elles seront aussi opposées, même norme, même direction. Donc ça peut beaucoup aider dans la résolution de ce type de problème. L'autre technique utilisée par la résolution graphique, c'est le solide soumis à trois forces. Donc, quand vous avez un solide soumis à trois forces, il faut connaître une des forces. Qui s'applique sur le solide ou l'ensemble de solides. Et il faut connaître la direction d'une autre force. À ce compte-là, vous pouvez déterminer la position d'un point I d'intersection de ces deux forces. Et là, vous allez décider d'appliquer le théorème du moment en ce point d'intersection. Vous voyez donc que le moment en I de la force en A, il vaut quoi? Je vous écoute. 0. Il vaut 0, puisque on est sur la droite de l'action, donc le bras de levier est nul. Il vaut vecteur nul. Le moment de la force en C, il vaut vecteur nul. Donc, inévitablement, la seule possibilité pour que le bilan des moments soit nul, c'est que le moment I de la force en B il soit aussi nul. Quelle est la seule possibilité pour que le moment en I de la force en B soit nul? Que la droite d'action de cette force passe par I aussi. Voilà. Il faut que la force en B vise le point I. Donc, ça veut dire que connaissant une force, la direction de la deuxième, on peut trouver la direction d'application de la troisième force. Et on peut aussi trouver les valeurs des forces en A et des forces en B à l'aide du théorème de la résultante. Ça va impliquer la fermeture du triangle des forces. Donc, je vais redessiner la force en C quelque part. Voilà, à la même échelle. Et ensuite, je vais fermer le triangle. Je vais redessiner les droites qui portent les forces en A et en B. Donc là, vous voyez, je fais apparaître un triangle. Et ce triangle doit être fermé. Ça veut dire que là, on a inévitablement une force comme ça. Donc ça, ce sera la force en A. Et inévitablement une force comme ça. Ça, ce sera la force en B.
ça traduit l'équilibre résultante des forces. OK? Donc, appliquons-le à notre problème du mât. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on peut tracer les droites d'action des forces en A et B, puisque comme on est à la limite du glissement, on est sur le cône. Donc, ça veut dire que la force en B, elle est portée obligatoirement par cet axe. La force en A, elle est portée obligatoirement par cet axe. Et du coup, la seule possibilité pour la force du crochet à la limite, c'est de passer par ce point. Et donc, le crochet est inévitablement là. Ce qui nous permet de trouver la position du crochet et donc de retrouver graphiquement le résultat précédent. Finalement, si on veut retrouver les valeurs des forces, on peut dessiner le triangle des forces pour conclure. Voilà une petite illustration où vous voyez la force à l'extérieur. On est bien à l'intérieur des cônes, on est bien dans l'adhérence. Et lorsqu'elle se rapproche trop, on touche les cônes et boum, l'équilibre n'est plus respecté. La force vers le bas est supérieure aux forces vers le haut et le solide tombe. Donc, il existe d'autres systèmes qui utilisent l'arc-boutement. Donc, par exemple, il y a les systèmes à cliquer. Non, justement, donc les systèmes à cliquer ne sont pas par arc-boutement, ils permettent de faire des roues libres. C'est ce que vous avez sur votre vélo, par exemple. Ils permettent de bloquer la rotation dans un sens et de ne pas la bloquer dans l'autre. Donc, c'est des systèmes qui marchent, les cliquer, mais qui présentent l'inconvénient des points d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a toujours du jeu avant de se coincer. Si vous voulez ne pas avoir de jeu, vous avez la possibilité d'utiliser le principe de l'arc-boutement dans un système à billes et rouleaux comme celui du dessous. Donc là, cette fois-ci, on choisit. Donc, on fait attention ici, hop, on a la normale, on a le plan équivalent et là, on a une espèce de cône qui va se créer, clac, dans lequel va venir se piéger la bille. Et donc, quand vous essayez de tourner dans ce sens, tac, ça va se coincer, ça va bloquer la roue bleue. À l'inverse, quand vous allez dans l'autre sens, pas de problème. L'objet vert va plutôt pousser la bille dans l'endroit où il y a de la place et donc la rotation sera possible. Et donc, en étudiant l'équilibre de la bille, vous pouvez, et en y dessinant les cônes d'adhérence, vous pouvez trouver qu'il y a le blocage. Un système d'arc-boutement très largement utilisé, c'est le système des serre-joints. Donc ici, vous voyez les deux points de contact du serre-joint. Si vous en avez déjà manipulé, vous savez que la pièce réglable ici, elle a toujours pas mal de jeu. Donc, ça veut dire que vous pouvez, en attrapant le serre-joint proche de la barre, vous pouvez régler cette distance en fonction de l'épaisseur du mur ou du coffrage que vous souhaitez réaliser. Et une fois que vous l'avez réglé correctement, vous pouvez visser la vis ici aussi fort que vous le souhaitez, exercer donc une force très grande là, et le système sera toujours bloqué et donc vous pourrez serrer très fort. C'est le même principe aussi qui est utilisé dans les coinceurs à cames d'escalade, voilà, qui permettent donc ça peut aussi se résoudre graphiquement. C'est aussi un problème plan qui utilise le principe de l'arc-boutement. Voilà, il faut placer les cônes d'adhérence ici, notamment. Voilà, merci pour votre attention pour ce cours. Est-ce que vous avez des questions ?